Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'aimerais que vous m'aidiez. J'ai besoin de récupérer mes collègues de travail. On a été dans une réunion très importante la semaine dernière. Amélie, es-tu là? Valentin? Antoine? Ils sont partis? Je vais vous raconter. Je vais vous raconter l'histoire d'Amélie, d'Antoine et de Valentin. Je vais vous parler de sécurité psychologique. Amélie est une jeune femme pleine de créativité, pas toujours très sûre d'elle, elle n'a pas toujours confiance en elle, mais elle est extraordinairement merveilleuse lorsqu'elle tient un projet innovant et qu'elle met sa créativité et sa fantaisie au service de ce projet. Et la semaine dernière, on était dans une réunion de travail, tous ensemble, 10 à peu près, et Amélie a dominé son anxiété pour proposer un merveilleux sujet. Et une partie de mes collègues s'est mis à ricaner. Notre manager qui était présent a trouvé que les ricanements étaient très drôles et a renchéri dans l'humiliation. Et c'est pour ça que je cherche Amélie, parce que je voudrais la récupérer dans cette équipe. Et puis, je travaille également avec Valentin. Valentin est un garçon structuré, qui est aussi un peu anxieux dans cette équipe, qui n'est pas toujours facile, pas toujours accommodante. Et on a demandé à Valentin s'il pouvait présenter un projet de notre département en son nom et s'il pouvait se rendre à Londres pour présenter ce projet. En fait, on a des clients qui sont très intéressés. Et Valentin a cherché à joindre notre manager à plusieurs reprises, téléphone, sans réponse, SMS, pas de réponse. Lors de la dernière réunion où nous étions ensemble, la semaine dernière, cette fameuse réunion, il a essayé en fin de réunion de dire j'ai un client qui m'attend à Londres, est-ce que je peux avoir l'ordre de mission pour partir? Et là, notre manager l'a coupé en lui disant Valentin, c'est pas le moment. Toujours dans notre métier, dans cette dernière réunion, il y avait Antoine aussi qui a voulu proposer quelque chose. Et il a développé son sujet, lui, il a pu le faire. Et 2 autres de mes collègues ont dit c'est bien ce que tu fais, mais moi, tu sais, je l'aurais fait tout à fait différemment. C'est pas mal ce que tu fais, laisse-le-moi, je te le referai en mieux. Ou je t'invite à faire ça, posture haute. Égaux. Ben moi, j'aimerais les récupérer parce que ces gens sont super. Mais j'avoue que l'atmosphère qu'il y a dans cette équipe est immonde. Ça va être compliqué d'être performant. Et voilà pourquoi je suis venue vous parler de ça. Alors, qui je suis? Je m'appelle Catherine Pamphile. Je ne suis pas du tout née dans le monde de l'IT. J'ai fait du droit public pendant un certain nombre d'années, jusqu'au doctorat. J'ai fait une école de commerce générale. Ensuite, j'en ai fait une autre, à l'époque où naissait le management de projet. Donc, ça fait de moi un crocodile, j'allais dire aux dents longues, un crocodile en rouge à lèvres, un crocodile féminin. Et j'ai fait du change management pendant très longtemps. Je n'ai pas fait que du conseil. Ma passion, c'était l'industrie, au départ, l'industrie spatiale. Et puis, finalement, l'IT. Mais j'ai aussi des passions. C'est aussi ce qui m'amène à cette conférence aujourd'hui. Une de mes passions, c'est l'histoire. C'est le lieu dans lequel je me réfugie quand ça ne va pas très bien dehors. C'est l'anthropologie, l'étude des groupes. C'est la paléontologie. C'est aussi l'étude des cultures humaines. Et aujourd'hui, on va vous parler de culture.
Alors, qui je suis? Je suis jamais la même personne au même moment, comme chacun de nous, on est polyvalent, mais il y a des choses dans lesquelles je crois. Et ce que je crois, c'est que, au-delà de ce que nous disons, au-delà de ce que nous faisons, ce qui nous définit quand on regarde avec quelques années en arrière, c'est la qualité des relations interpersonnelles qu'on a pu établir et garder dans sa vie. Voilà ce que je crois. Pourquoi parler de sécurité psychologique si ce n'est parler du groupe? Le groupe, c'est là où ça se passe, c'est là où tout se passe. Le groupe, c'est le lieu de tous les dangers, c'est le lieu de tous les possibles. Libérateur de puissance ou lieu éminemment toxique et dangereux. Et c'est dans le groupe que se produisent des cultures ou encore des sous-cultures. Pourquoi ça nous intéresse tant le groupe? C'est qu'aujourd'hui, on a estimé, je crois, que depuis les années 60, la façon dont nous processons le travail en entreprise, la façon dont nous produisons le travail en entreprise, par produire, j'entends faire, mais prendre des décisions et se réaligner, se fait à la maille équipe, d'où l'inflation de meetings, où pour pouvoir nous aligner dans un monde complexe, dans lequel les éléments sur lesquels on va s'appuyer pour prendre des décisions sont multiples, on a besoin non plus d'une personne, mais on a besoin de plusieurs personnes qui s'alignent en même temps. Le groupe. C'est dans le groupe que s'installe ou pas la sécurité psychologique. La plupart d'entre vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes des agilistes, vous vous attachez à développer vos équipes, et donc c'est le premier centre d'intérêt de votre travail de facilitation, c'est précisément le groupe ou l'équipe. C'est là où ça passe et c'est là où ça casse. Les organisations, aujourd'hui, ont besoin pour pouvoir continuer d'exister et, si je puis dire, s'adapter à un monde VUCA, imprévisible, volatile, incertain, ont besoin de pouvoir aujourd'hui s'appuyer sur des équipes performantes. On a besoin d'équipes au sein desquelles les interactions fécondes vont permettre justement d'innover, de s'améliorer et d'être en qualité. Et aussi, on a besoin d'apprendre ensemble. Ce qui est intéressant d'ailleurs à propos de ce besoin de survivre, ce besoin absolument naturel et biologique, que les organisations ont de pouvoir survivre, croître et s'adapter, c'est que dans les pays du Nord, Scandinave, Canada, Japon, la culture, le groupe est beaucoup plus important que l'individu. Ce sont des pays dans lesquels la culture du groupe est essentielle. Ça a été étudié par Gert Hofstede, qui est un sociologue et un anthropologue, et dont le travail a été repris également par son fils, qui s'appelle aussi Gert Hofstede. Et Gert Hofstede a passé sa vie dans une étude qui a été au départ payée par IBM, car IBM, dans ses belles années, produisait aussi de nombreuses études, a passé sa vie à définir et à analyser les spécificités nationales par pays des cultures. Alors l'aversion au risque, le rapport homme-femme, la notion de groupe, la prise de décision, etc. Et donc, moi j'avais trouvé intéressant qu'il disait précisément dans les pays dans lesquels les climats sont rudes et dans lesquels l'environnement n'est pas forcément un environnement amical, on a besoin du groupe pour survivre. Et incidemment, si ça vous intéresse, je vous parlerai également de Néandertal et d'Homo sapiens, qui n'a pu survivre que par le groupe. En fait, je ne vais pas résister à vous parler de Sapiens, parce que c'est quand même très intéressant, la notion de groupe. C'est tellement actuel.
Nous autres, Homo sapiens, donc notre espèce, nous avons, pour pouvoir survivre, c'est-à-dire grandir, passer de la centaine aux milliers, puis aux millions, etc., nous avons eu besoin de nous auto-domestiquer. Donc, on n'a pas domestiqué quelqu'un, nous nous sommes... Qu'est-ce que ça veut dire, un processus d'autodomestication? Si vous êtes gentil, demain, je vous ferai peut-être un sketch, parce que j'ai écrit un sketch pour un one-woman show, il y a 2 ans là-dessus, sur ce processus-là. C'est un processus de sélection naturelle, alors biologique, naturel et physique, qui a changé nos hormones, qui a changé notre morphologie, un type moins prognate, des comportements moins agressifs, pour pouvoir passer de la cellule familiale au sens large, il y a 70 000 ans, je ne sais pas si on pouvait tellement parler de famille, en tout cas passer d'une petite cellule de 4-5 à un groupe plus organisé allant jusqu'à 40, afin de pouvoir chasser le mammouth. Et puis éventuellement foutre une pâtée au dernier néandertalien qui restait sur ces terres. Donc voilà, donc c'est intéressant de vous dire que cette notion de groupe, elle conditionne la survie d'une organisation ou d'une entreprise. On a donc appris à développer de la tolérance pour pouvoir exister. Plein de choses passionnantes encore sur le groupe, mais... pas du tout, je le tiens dans le mauvais sens. Ceci est une première. Alors, est-ce que vous vous rappelez de ça? Alors forcément, il faut être né avant les années 90, hein, c'est sûr. Qui est né avant les années 90? Ah, quand même, ouais. Nokia était le leader, le miracle finlandais, le leader absolument incontesté du mobile. Nokia a chuté d'une place dans laquelle il était premier de très loin, il a chuté de très haut. À telle enseigne que je pensais qu'il n'existait plus aujourd'hui. Mais si, il y a encore du Nokia. Je crois qu'ils font des écrans ou des tablettes, je ne sais pas quoi. Et... Alors, ils ont fait des erreurs, clairement, ils ont fait des erreurs stratégiques, et les écoles de commerce ont passé des heures à expliquer les erreurs stratégiques de Nokia, ils n'ont pas su entendre la voix de leurs clients, ils n'ont pas su comprendre, et patati. Oui. Mais les erreurs de stratégie font partie de la vie des entreprises, en fait, elles sont normales. La différence, c'est est-ce qu'on va être capable de les dépasser ou pas. Ce qui a perdu Nokia... Alors, ils ont fait un post-mortem quand même pour essayer de comprendre. Et puis, eux, et puis en fait, tous les gens qui font de la sociologie des entreprises ont eu envie de comprendre pourquoi la chute a été si rude. Au-delà du fait qu'ils n'ont pas vu venir iPhone. En fait, ce qui est remonté de toutes les interviews chez Nokia, régulièrement, c'est que la principale cause de leur chute a été l'incapacité dans laquelle se trouvaient les collaborateurs à pouvoir remonter des informations qu'ils voyaient d'un marché qui changeait à une direction autoritaire, égocentrique et persuadée d'avoir toujours raison. Donc, on tire sur le messager et à la fin, at the end of the day, les gens se sont dit, puisque c'est comme ça, si c'est ça, vous me faire virer, moi je bosse pour la feuille de paye. Hein. Je dis plus rien, je remonte plus rien. Et donc, non seulement ça, mais non plus de sentiment d'adhésion à l'enseigne, plus de sentiment de se dire en équipe, en groupe, au niveau du département, qu'est-ce qu'on fait pour contrer ça? On a des dirigeants qui s'en foutent et pire, qui pensent qu'ils ont toujours raison et qui nous en veulent. Si on remonte autre chose, donc on bosse, chacun bosse pour sa feuille de paie, et ça, c'est dans mon jardin, et point barre. Il y a un autre élément
Donc on appelle ça, par opposition, les environnements dans lesquels on va trouver de la culture psychologique, on les oppose aux organisations de peur dans lesquelles on vit, d'une manière ou d'une autre, dans la peur. Rapidement, vous parlez du vol Korean Air Cargo qui s'est crashé en 1999. Alors la société Air Korea a eu de nombreux incidents dans ces années-là. Mais la principale raison, c'est qu'il y avait une défaillance technique relativement mineure sur le tableau de bord. Et dans l'aéronautique en Corée, les pilotes traditionnellement étaient issus de l'armée, c'était souvent des pilotes de chasse, dans lequel culture coréenne oblige, le sens de la hiérarchie est extrême et on ne remet jamais en cause la hiérarchie. Or, le copilote au départ de Londres avait vu que les tableaux de bord ne fonctionnaient pas. Il n'avait pas osé le dire à son commandant. Et donc, le copilote, n'ayant pas osé le dire, a fait le choix de préférer mourir plutôt que de supporter l'émotion de la honte en relevant ce phénomène. C'est ce que les boîtes noires, en tout cas, ont révélé. Incidence de tout ça, ça a été que l'organisme des compagnies aériennes a dit Air Korean, pour que vous soyez autorisé à être de nouveau assuré par les assurances, vous devrez vous engager dans un programme de management de ressources humaines. C'est ce qu'on appelle le CRM, qui n'est pas du tout le Customer Relationship Management, mais le Crew Relationship Management. Alors, donc quand on n'a pas de sécurité psychologique, on n'ose plus apporter un projet, on n'ose plus parler, et on se retrouve dans la mécanique de danger psychologique, peur, qui est aussi peur d'admettre du coup des erreurs. C'est quand même vachement confortable quand on est dans un environnement où on peut dire ah, « je me suis trompé » et que les autres vous disent pas « ou c'est mal ». On est dans les environnements peur sont les environnements dans lesquels on blâme l'autre tout de suite, on cherche des coupables et on n'accepte pas de partager des points de vue différents du sien. Et c'est un cercle vicieux. Ce qui est intéressant, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant, c'est ce que Amy Edmondson a apporté en réalisant pour Google une étude qui s'appelle le projet Aristote. Qui a entendu parler du projet Aristote ? Quand même. Aujourd'hui, on commence à en parler de plus en plus. Donc, le projet Aristote, c'est 2012, Google, entreprise qui va bien, se dit « Nous allons bien, mais nous voulons aller mieux. Nous sommes conscients que nous avons besoin de survivre et nous ne voulons pas aller bien aujourd'hui par accident. Nous voulons pouvoir factoriser, identifier l'algorithme qui fait que nous avons des équipes performantes. Pourquoi ces équipes-là sont-elles plus performantes que d'autres ? Ils sont tous capés pareil, on les recrute dans les meilleures écoles, ils ont tous un background sensationnel et pourtant, certains sont meilleurs que d'autres. Qu'est-ce qui fait ça ? Donc, Google a confié son étude à la Harvard Business School, département psychologie. Il y a un département psychologie à la Harvard Business School, dirigé par Amy Edmondson, qui a réalisé avec son équipe des entretiens au sein de Google sur 180 équipes, et je crois qu'elle a interviewé 3000 personnes, donc ils ont interviewé, c'était quand même plusieurs, un travail considérable pour identifier quels étaient les facteurs de performance d'une équipe précisément. Le résultat est tombé... Alors pour ceux qui ne savent pas, le résultat est tombé en 2014. Ça a fait la une des journaux aux États-Unis, ça a fait la une du Herald Tribune, quand même un phénomène assez rare. À votre avis, quel est le premier facteur ? Le premier. Comment ? La sécurité psychologique. Voilà. C'est-à-dire que, et c'est un facteur qui est le premier de très loin.
c'est l'environnement de sécurité psychologique dans lequel on se trouve au sein du groupe qui va permettre que l'on développe de la confiance, la qualité d'une relation d'interdépendance, la confiance en ses collègues. Car si je n'ai pas besoin de me protéger en permanence et d'observer les autres comme des dangers potentiels, ben je peux m'ouvrir, je peux faire confiance à cette équipe-là. Et on peut travailler ensemble. Et on peut dire, ben là, moi j'ai merdé. Aide-moi à ne pas merder. Aidons-nous. Aide-moi à m'aider, à vous aider. Ces deux éléments conjugués, sécurité psychologique, confiance qui peut s'établir, qui peut fleurir, c'est ça qui va permettre d'établir des règles claires sur les rôles et sur les périmètres dans lesquels on intervient, donc de la transparence. C'est ça qui va permettre aussi de remonter en transparence des erreurs, de pouvoir dire aussi en transparence, il n'y a pas d'avantage implicite ou tacite, parce qu'une des choses qui tue une équipe, c'est les avantages implicites qu'on ne connaît pas bien, dont bénéficient certains, mais pas d'autres, et on ne sait pas pourquoi. L'implicite, c'est le poison relationnel, c'est le lieu de tous les poisons relationnels. Donc transparence sur les frontières, transparence sur les périmètres d'intervention, transparence sur, comme disent les Québécois, qu'est-ce qui est dans ma cour, qu'est-ce qui n'est pas dans ta cour. Et quand on est dans cet environnement-là, alors oui, on peut construire ensemble une vision partagée. Pourquoi on peut la construire? Mais parce qu'on peut diverger, on peut s'engueuler. Et quand on a ça, qu'on a pu construire ça, cette vision, ce pourquoi on travaille ensemble, sur qu'est-ce qui fait que nous, en tant qu'équipe, on a envie de continuer à travailler ensemble, on a envie de continuer à faire et on a envie de continuer à réaliser quelque chose, c'est parce qu'on est capable aussi de donner un sens plus grand encore que le travail individuel pour lequel on est là. C'est pas pour rien que ça s'appelle un projet Aristote, c'est parce que le tout est plus grand que la somme des parties. Yes, j'ai réussi à le dire sans lire mes notes. Donc Amy Edmondson, qui a réalisé cette étude avec son équipe, elle l'a fait chez Google, mais elle l'a fait également dans le monde de la santé. Dans le monde de la santé, c'est absolument effroyable. Le monde de la santé, et en particulier le monde des hôpitaux, je pense au monde des hôpitaux, et la France, et là pour là, c'est comme les États-Unis, c'est un monde de l'autoritarisme absolu. Je ne sais pas si vous avez été présent à une visite de patron de médecine dans son service, donc vous avez le médecin qui est en tête, et puis il y a son aéropage derrière, donc il y a ses chefs de service, derrière les chefs de service suivent les internes, et derrière les internes suivent les cadres infirmiers, hein, et pas n'importe lesquels. Ça, c'est la grande visite d'hôpital. L'hôpital est un lieu où il est très compliqué de remonter des erreurs aussi. Parce que c'est pas. Alors, il y a une chose en laquelle, donc là, il y a du boulot pour nous tous. Hein. Il y a une chose dans laquelle ne sont pas formés les médecins, ni les cadres hospitaliers dans le monde de l'hôpital, c'est vraiment le management, c'est vraiment les soft skills. Et l'impact que ça a sur la qualité du travail et la qualité de la santé. Ce que je voudrais vous dire à présent, donc ça a été documenté. Je vous donne, et je vais vous le dire en français, ça a été extrêmement documenté, la définition de sécurité psychologique. C'est véritablement le sentiment interne, donc c'est le gouvernail interne. Hein. C'est pas, il suffit pas de me dire, mais non, mais tout va bien. C'est qu'est-ce que moi je ressens. C'est le sentiment interne que l'on a, que personne ne sera puni, ni humilié,
ni exclu, ni banni, en faisant apparaître des idées différentes, en posant des questions, en amenant des sujets ou des problèmes ou des erreurs, et que donc l'équipe, alors c'est très compliqué à traduire en français ça, the team is safe for interpersonal risk-taking. L'équipe est libre de prendre des risques interpersonnels. Quand on parle d'interpersonnel, on parle d'essence, c'est-à-dire que qu'est-ce qui nous fait mal, nous autres êtres humains? C'est quand on nous regarde avec des regards, avec acrimonie, lorsque l'on ne se sent pas aimé, lorsque l'on se sent écarté, moqué. C'est ça qui, sur le plan essentiel, nous fait mal. Il y a une vingtaine d'années, j'ai vécu un moment extrêmement difficile, de grande vulnérabilité, et je voyais quelqu'un pour m'accompagner à traverser ce moment, et je lui disais, vous ne pourriez pas faire de moi une psychopathe, que je sois dépourvue d'émotions, que je sois sans souffrance, et que je puisse du coup continuer à mener ma vie. Alors, à part les psychopathes, on a besoin, en fait, d'un environnement où on se sent au moins sûr. Alors il y a quand même quelque chose que quelquefois j'entends, mais finalement, tout ça, ça parle d'intelligence collective, youpi. Ben non, c'est pas youpi du tout. Ça ne se décrète pas, l'intelligence collective où tout le monde saute ensemble et en l'air. En fait, la stupidité collective existe aussi. Elle est très fréquente et elle est pire encore. Je vois que vous l'avez tous vécu. Mettez des gens ensemble, forcez-les à travailler ensemble, quand ils n'ont pas travaillé la qualité de leur regard les uns envers les autres. Et forcez-les à avoir mal au ventre en arrivant au boulot, pour se dire, putain, je vais rencontrer truc et leur ricanement, et j'en peux plus de ça. On met à ce moment-là des gens en insécurité, on les met en défiance, et une partie d'ailleurs du burn-out ou des arrêts maladie, vraiment, hein, c'est de se dire, non, cette réunion-là, je ne peux pas. Non, ça me stresse, là. Dans 2 jours, il y a les autres. Les autres deviennent toujours des méchants. Hein. Il y a les autres cons, je ne peux pas y aller, je ne peux pas. Et en fait, forcer les gens à travailler ensemble sans avoir créé ce cadre de sécurité psychologique, mais le résultat de ça, c'est que la production du travail collectif est pire que ce que le plus faible ou le moins bon aurait pu produire tout seul. Autre chose que ça n'est pas, non plus, la sécurité psychologique. Et à exclure tout de suite, ça n'est pas le monde des bisounours, ça ne veut pas dire qu'on va à Disneyland tous les jours, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire que c'est l'entreprise libérée, non plus. Ça ne veut pas dire que c'est une attention portée au risque psychosociologique ou au harcèlement au travail. Ça ne veut pas dire que c'est le règne de je fais ce que je veux et que j'adore faire ce que je veux. Et ça n'est pas non plus le monde de l'assentiment, du consentement permanent de tout le monde. En fait, la sécurité psychologique, on peut en trouver dans des organisations très structurées, très hiérarchisées. On peut en trouver au sein de l'armée. On peut en trouver dans le command and control, qui est une expression que nous autres agilistes utilisons bien trop souvent à tort, car le command and control n'est pas le lieu de l'insécurité ni de tous les dangers, c'est très processé. Ça a été inventé par l'armée dans les années 75. Et ça sera une autre conférence. C'est vraiment de se dire, je peux être dans un environnement où ces choses-là sont possibles. Moi, j'avoue que j'ai eu la chance jusqu'ici, et j'espère que ça va continuer,
de travailler dans des entreprises dans lesquelles j'ai pu vivre ce que c'était. Quelle libération mentale c'est quand on n'est pas en train de se transformer en jus de chaussette à l'intérieur, en se disant « Putain, merde, j'ai oublié ce rendez-vous, mais qu'est-ce que je vais devoir inventer ?» et qu'on n'y arrive pas, et qu'on est dans un environnement où les gens disent « Bon, bah, c'est pas grave ». Mais le « c'est pas grave » n'est pas que condescendant, le « c'est pas grave » est sincère. Et donc du coup, merde, j'ai oublié, bah, je passe à autre chose. C'est quoi, next thing, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a juste derrière pour moi après ça? C'est ça. Alors, les enseignements de tout ça, qu'est-ce que ça nous dit, ce projet Aristote de Google, cette étude, l'importance de la sécurité psychologique en entreprise? C'est qu'en définitive, les liens, les facteurs de la performance dans une équipe sont dans les liens invisibles. C'est-à-dire que vous entrez dans une organisation et ça se voit ou ça ne se voit pas. Quand on commence à avoir l'habitude, quand on est dans des métiers comme les nôtres, où on visite beaucoup d'entreprises, on finit par le percevoir et le sentir, ça. Je vais vous parler d'une entreprise dont je ne dirai pas le nom. Il y a quelques années de ça, je vais en rendez-vous client dans une entreprise dans le secteur de l'industrie, point. Et ce que j'observe dans cette entreprise-là, c'est un silence total dans les open space. Un silence total. À l'évidence, les gens qui sont là ne se connaissent pas, ne se regardent pas, et les bulles sont presque perceptibles. Les bulles dans lesquelles les uns et les autres sont enfermés sont presque perceptibles à main nue. Rien ne les relie, si ce n'est qu'ils sont dans le même open space. Je pose des questions à l'une des personnes que je rencontre et il me dit, ben voilà, si tu viens travailler chez nous, tu auras un casier. Tout le monde n'a pas de casier. Il y a 30%, 70% de gens seulement ont des casiers, et il me dit ça d'un air très triste. Donc on était en 2018. Je dis, ah bon? Donc je regarde ça, j'entends le ton un peu triste avec lequel il me dit ça, ce silence, l'absence totale d'éclat de rire, l'absence d'engueulade. Moi, j'ai connu un monde, le crocodile que je suis, qui a commencé à travailler dans les années 80, dans l'industrie aéronautique. J'ai connu un monde où ça gueulait dans les couloirs, on s'engueulait, on pouvait parler de tout, il n'y avait pas de conséquences. C'était possible. Et on pouvait revenir bosser le lendemain et boire un coup et se taper dessus. Donc, alors, ça m'a vraiment... Donc, je reviens sur cette entreprise. 70% des gens ont des casiers, les open space à mourir. Un type me dit, d'ailleurs, un des types que je rencontrais ce jour-là me dit, de toute façon, moi, que je vienne ou pas, mon équipe, je ne sais pas où ils sont. Donc, autant que je travaille dans le hall du siège, où il y a des petits coins aussi pour travailler, ou au garage, c'est pareil. Et ce qui est rigolo, c'est que 2 ans plus tard, à peu près, je regarde un reportage sur la souffrance au travail et on parlait de cette entreprise. Et ce que je viens de vous dire là, ce que je viens de vous décrire comme faisceau d'indices observables, avait été rapporté dans ce reportage. Donc voilà, donc Alors, donc les compétences de la performance, aujourd'hui, vous avez compris, sont d'abord comportementales. C'est qu'est-ce que j'observe dans le comportement de l'autre, qu'est-ce que j'observe dans la mayonnaise dans le groupe, qui fait que l'on peut se permettre ceci ou cela. Elles sont comportementales et elles sont relationnelles. En d'autres termes, ce que l'on faisait avant ce projet Aristote de Google, et que probablement des entreprises continuent à faire, c'était de se dire, ce qui est important pour nous, c'est de recruter des talents, ils ont tel parcours, voilà, toutes les grilles, où je vais dire,
bon pour le recrutement. Mais en fait, c'est la façon dont on évolue en groupe qui va nous dire si on va pouvoir travailler ensemble. C'est ça qui va être prédictif. C'est ça qui va nous permettre de savoir si on peut surfer sur l'incertitude. Je prends l'exemple de 3 musiciens de génie, avec un fort ego. Je vous parlais de stupidité collective. 3 musiciens de génie auxquels on dit, mais écoutez, c'est merveilleux, vous allez partager la scène ce soir pour une représentation sur tel ou tel. Mais des gens qui n'ont jamais été habitués à travailler ensemble, ça va être une catastrophe, alors que chacun d'eux est divin. Le pianiste est sensationnel, le violoniste est merveilleux, le bassiste est sensationnel. C'est la performance prédictive, c'est la capacité d'un groupe à réussir. Alors moi, je n'ai jamais fait de rugby, mais je n'ai pas pu m'empêcher, pendant longtemps, je ne pouvais pas m'empêcher d'utiliser cette image. C'est une équipe c'est 15 personnes qui gagnent sur le stade, mais c'est 30. Mais l'équipe qui gagne, en fait, c'est 30 personnes derrière. C'est tous les gens avec lesquels on s'est entraîné toute l'année. J'aurais pu le dire d'une formation musicale. Alors, de quoi on parle, en fait, quand on parle de sécurité psychologique? On parle de notre capacité, de qu'est-ce que veut dire l'apprentissage. On parle de la façon dont on considère l'échec ou pas. Et en fait, à l'expression « fail fast » qu'on utilise souvent lorsqu'on fait des formations sur la culture agile, moi je préfère le droit à l'apprentissage. Comment on traite l'erreur? Amy Edmondson, donc l'auteur et la chercheuse qui a travaillé pour Google sur la sécurité psychologique, a relevé aussi que dans le monde de la santé, les équipes les plus performantes dans le monde de la santé, et c'est probablement vrai dans l'entreprise au niveau de la qualité, faisaient 40 fois plus d'erreurs que les autres. 40 fois plus d'erreurs, c'est juste en fait que plus vraisemblablement, les gens se sentaient 40 fois plus autorisés à partager et à échanger entre eux sur les erreurs qui avaient été commises. C'est ça, surtout. En fait, la peur de l'échec, c'est ce qui nous ramène le plus rapidement à notre moi d'enfant. La première peur du bébé, c'est d'être abandonné, c'est de ne pas être aimé. La première peur du petit enfant dans le petit âge, c'est d'être abandonné, c'est d'être délaissé. Et ça nous ramène à ça, la peur de l'échec, parce qu'on veut tous du succès. On veut pas être ostracisé, on ne veut pas être rejeté, on ne veut pas être banni ou déconsidéré, et on ne le mérite pas. Quelqu'un dirait, nous sommes tous des êtres de lumière, donc on ne le mérite pas. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand on a appris à faire du vélo, on n'a pas appris à faire du vélo en lisant un super bouquin toute la nuit et en se mettant à pédaler dès le lendemain matin. On est tombé. 1 fois, 2 fois. Et on s'est relevé. Et on a pris confiance. Quand on a... pour ceux d'entre nous qui apprenons à jouer d'un instrument de musique, c'est pas le fait de devenir excellent en solfège et d'être capable d'apprendre par cœur les partitions toute la nuit qui va nous permettre de jouer dès le lendemain matin 8h, tel adagio au piano. Donc l'erreur, elle est consubstantielle à l'apprentissage. Pouvoir en parler, c'est ce qui nous permet de nous améliorer. Mes enfants m'ont offert l'année dernière un aspirateur Dyson pour Noël. J'ai hâte de savoir ce qu'ils vont m'offrir cette année. Quand j'ai déballé l'aspirateur de Dyson, j'ai photographié l'emballage avant de le plier, parce que c'était un carton, et de le jeter au bon endroit comme il va bien, parce que je suis quelqu'un de bien. Et j'étais frappée de voir que sur l'emballage de l'aspirateur lui-même,
Dyson disait, alors j'ai pas trouvé la photo, donc j'ai été sur Internet chercher ça, Dyson dit, grâce à nos 5127 échecs de nos équipes, nous sommes extrêmement fiers de vous proposer ce produit de grande qualité qu'est cet aspirateur. Et pour Dyson, l'échec est une mesure de progrès. Donc c'est une entreprise dans laquelle, pour moi, c'est un élément, c'est un faisceau qui dit peut-être que travailler chez Dyson, c'est peut-être travailler dans un environnement de sécurité psychologique. Peut-être que c'est possible. Peut-être qu'on peut être une équipe et apprendre ensemble. Quelqu'un travaille chez Dyson? Ma mission se termine dans 2 mois. Alors, je pense, avant que l'on connaisse les éléments du projet Google, on connaissait Patrick Lencioni et la pyramide des dysfonctionnements de l'équipe. On savait que la confiance est la base du travail en équipe, mais quand on n'a pas confiance, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir ça. C'est quand on n'a pas confiance, on est dans le consensus mou, la peur de la confrontation, c'est-à-dire on n'ose pas dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Vous savez, ces réunions d'équipe où on fait le tour de table et on dit bon alors tout le monde est d'accord » et ouais, d'accord, rien à foutre en fait. Et c'est ça, le consensus mou. C'est l'absence d'engagement. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cet engagement émotionnel qui nous porte quand on se sent habité par son travail. Il y a aussi l'évitement de la responsabilisation. C'est-à-dire qu'en définitive, si en plus, si je n'ai pas confiance, si globalement je ne me sens pas concernée, et si je n'ai pas envie de me battre pour ça, puisque de toute façon je ne peux pas amener mon idée, la responsabilité de ça, je ne la porte même pas. Tiens, mon entreprise s'est plantée. C'est vraiment des cons. Et donc de l'inattention aux résultats. C'est ce qui en découle de manière assez naturelle. Donc, on voit que la sécurité psychologique, c'est vraiment un attribut de culture. Je vous ai parlé de groupes, de sous-groupes. Ce n'était pas des divagations du style « nous raconte n'importe quoi, gna 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 ». C'est vraiment ça. C'est vraiment de la culture de groupe, de la culture d'équipe. C'est de se dire, finalement, quelle est la sous-culture de l'équipe dans laquelle on travaille? Quelles sont les croyances qu'on adopte? Les croyances, c'est quoi? Les croyances, c'est que on n'a pas le droit de se planter et qu'il faut être successful au premier coup. Ou la croyance que dans notre organisation, c'est les héros solitaires qui réussissent. Tout ça, c'est des croyances. Et à quoi consentons-nous? C'est-à-dire, quelles sont les permissions, quelles sont les autorisations? Est-ce qu'il est possible, dans cette organisation, de ricaner, de déblatérer sur son voisin? C'est toléré par le management qui rit en même temps, comme dans mes collègues dont je vous ai parlé, Valentin, Amélie et Antoine. Est-ce que le manager accepte de rigoler comme ça aussi? Le persiflage, l'ironie, le sarcasme, tout ce qui fait du bien, quoi. Qu'est-ce qu'on valorise? On valorise quoi? On valorise le travail en groupe ou on valorise la réussite solitaire? Bref, qu'est-ce qui est permis? Et plus c'est non dit, et plus c'est implicite, et plus c'est toxique. Comment on communique? Comment on communique? C'est quoi? Quel mode de collaboration? Est-ce que c'est systématiquement une communication asynchrone, digitale? J'envoie un SMS, j'envoie un Teams? Ou est-ce que je prends la peine simplement pour te consulter, plutôt de te le dire en interactif, de te regarder? Donc soit c'est en présentiel parce qu'on travaille en présentiel, soit c'est je te dis tiens Amélie, j'aimerais qu'on puisse échanger ensemble pour te parler de ceci ou de cela. Comment est-ce c'est vraiment ça, comment est-ce qu'on communique dans cette entreprise? Moi j'ai tendance à penser que quand c'est bruyant, pour moi ça fleure plutôt bon. Quels sont les modes de collaboration que l'on utilise dans notre équipe? Est-ce qu'on accorde de l'importance via de courts échanges interactifs, préférant les courts échanges interactifs en se disant bah attends, il n'y a qu'à répondre à mon mail? Et puis toi, enfin moi, toi, moi, nous,
Comment tu parles à tes collègues? Comment tu les regardes? Est-ce que tu prends la peine juste par mail de dire bonjour machin? Est-ce que tu interpelles? Est-ce que tu as des formules de phrases qui nous dérangent? Et donc tout ça, tous ces éléments de culture, toutes ces permissions, toutes ces autorisations, c'est ce qui nous amène la dimension émotionnelle de l'engagement. Et c'est quoi cette dimension émotionnelle? Pour moi, c'est tout de suite après la sécurité psychologique. C'est un puissant moteur de cohérence pour avoir une réponse adaptative et proportionnée dans un environnement changeant par l'urgence, par l'incertitude, par l'environnement ou par des enjeux de situation. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Je n'ai pas regardé le temps. Oh merde, voilà. Bon. Donc, je vais quand même terminer par ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines entreprises ont retenu que la sécurité psychologique, au-delà des valeurs, devenait un enjeu de leadership et rentrait dans les attributs de modèle de leadership. Alors, toutes les entreprises n'ont pas un leadership model. Certaines en ont une. Je me suis permise de parler de Coca-Cola, parce que vous pouvez le trouver sur Internet, qui, dans son leadership model, dit, première chose, être the role model pour les managers. C'est le direct. Ah oui, c'est parce que je l'ai zappé. Être the role model, c'est veiller à créer un environnement de sécurité pour ses collaborateurs, veiller à la puissance des mots et au pouvoir des mots qu'on utilise avec eux, être capable d'accepter leurs erreurs et de les soutenir pour qu'ils puissent aller mieux. Enfin, ma conclusion, j'aimerais avoir le temps de prendre des questions, mais je ne sais pas si je vais l'avoir, c'est de vous dire que nous sommes le groupe. Nous composons le groupe. Nous sommes tous détenteurs d'une partie de cette sécurité psychologique. Par notre attitude, par notre propre comportement personnel, nous influençons les autres, les collègues, et nous contribuons à créer cette culture, cet environnement de sécurité psychologique. Merci beaucoup.